Pendant 30 ans, la ville de Wichita, dans le Kansas, a vécu dans la crainte d'un tueur sans visage qui ligotait, étouffait et étranglait ses victimes. Nos parents, massacrés, par terre, attachés comme des porcs. En 2005, quand un suspect est arrêté, 7 familles espèrent que justice sera enfin rendue. Il a écrit « Combien de personnes vais-je encore devoir tuer avant de voir mon nom dans les journaux ?» Mais l'accusé ne ressemble pas à ce qu'on imaginait. C'était quelqu'un de bien, bel homme, grand. Pourtant, il serait bien le tueur en série qui s'est auto-baptisé du sigle BTK, acronyme anglais pour ligoter, torturer et tuer. « 15 janvier 1974, Wichita, dans le Kansas. Danny Otero, 14 ans, rentre de l'école avec sa sœur Carmen, 13 ans. Ils vivent avec leurs parents, Julie et Joseph, leur frère aîné, Charlie, et les petits derniers, Joey et Joséphine. On rentrait de l'école. Nos parents venaient d'emménager et on vivait là depuis un mois. Ma sœur est entrée, j'étais juste derrière. Elle a traversé la cuisine, le hall, et elle a tourné à droite. Je me suis arrêté dans la cuisine. J'ai ouvert le réfrigérateur et je l'ai entendu crier « Danny, viens voir !» C'est papa et maman. Mon père était allongé en travers de la porte dans la chambre, une ceinture autour du cou. À droite, il y avait le corps de ma mère. Et j'ai dit « Oh non, c'était horrible !» Carmen a dit « Elle a une corde autour du cou !» J'ai crié « Enlève-la !» Je me suis accroupi à côté de mon père qui avait les yeux révulsés. J'ai fait ce que j'ai pu, mais il ne m'a pas fallu plus de 5 secondes pour comprendre qu'il était mort. Nos parents, massacrés, par terre, attachés comme des porcs, assassinés sauvagement. Danny veut appeler les secours, mais le téléphone est coupé. Craignant qu'il n'y ait encore quelqu'un dans la maison, il emmène sa sœur chez un voisin pour contacter la police. Il n'y a aucune trace de Joey et Joséphine. Le voisin nous a conduits au commissariat. On se demandait où étaient Joey et Josie et comment on allait leur annoncer le décès de nos parents. Puis un prêtre est entré. Je savais ce qu'il allait dire. Dans une autre chambre, la police a retrouvé Joey, 9 ans, étouffé. Joséphine, 11 ans, était au sous-sol, pendue à un tuyau. Par terre, à côté d'elle, un peu de sperme. Wichita est sous le choc. La police passe la maison au peigne fin, mais ne trouve quasiment rien. En 1974, l'analyse ADN n'en est qu'à ses balbutiements. Mais le sperme retrouvé près de Joséphine est soigneusement conservé. Neuf mois plus tard, un journal local reçoit une lettre qui fait froid dans le dos. Son auteur revendique l'assassinat de la famille Otero en donnant force détails et écrit ensuite: Quand ce monstre est-il entré dans mon cerveau? Je ne le saurai jamais, mais il y restera.
Les meurtres ne font apparemment que commencer. Il a déjà choisi ça ou ses prochaines victimes. J'ignore encore de qui il s'agit. Bonne chance à vous pour les trouver. Mes mots de passe seront ligoté, torturé, tué. BTK. Vous les trouverez sur la prochaine victime. La police ne divulgue pas la lettre pour éviter que le tueur fasse des émules. Mais rien ne se passe. Et il faudra attendre 3 ans avant que BTK fasse à nouveau parler de lui. 17 mars 1977. Steve Relford, de 6 ans, rentre chez lui où l'attendent son frère, sa sœur et sa mère, Shirley Vaillant. Ma mère m'avait envoyé acheter de la soupe parce qu'elle était malade. Et sur le chemin, un homme m'a abordé. Il m'a montré la photo d'une femme et d'un garçon et m'a demandé si je les connaissais. J'ai répondu non, monsieur. Je suis rentré et il est allé chez nos voisins. Mais l'homme regarde dans quelle maison Steve rentre. Il se doute que la mère du garçonnet doit être chez elle. Un quart d'heure après, il frappait à la porte. J'ai ouvert. Il m'a demandé si mes parents étaient là. J'ai répondu que ma maman était couchée parce qu'elle était malade. Et il est entré. L'homme ferme les rideaux et sort un pistolet. À ce moment-là, maman est arrivée et elle m'a dit « Fais ce qu'il te dit ». Il a ordonné à ma mère de mettre une couverture et des jouets dans la salle de bain. Il a bloqué une porte avec une corde jusque sous le lavabo. Et il a bloqué l'autre porte avec le lit. Les enfants sont enfermés dans la salle de bain. Je suis monté sur la baignoire et j'ai regardé par le dessus de la porte. Parce qu'il y avait un jour. Mais je n'aurais pas dû. L'homme attache les mains et les pieds de sa mère. Lui passe un sac sur la tête et une corde autour du cou, puis l'étouffe et l'étrangle. Le tueur confiera plus tard qu'il avait prévu d'éliminer les enfants, comme chez les Otero, mais que, surpris par la sonnerie du téléphone, il avait préféré partir. Lorsque Steve parvient à sortir de la salle de bain, il est trop tard. Après la mort de ma maman, je n'ai pas dit un mot pendant environ 2 ans. Elle me manque beaucoup. Pendant 30 ans, Steve ignorera l'identité de l'assassin de sa mère. 8 mois plus tard, nouveau meurtre. Nancy Fox, 25 ans, est étranglée chez elle avec une ceinture. Peu après, le Wichita Eagle reçoit une lettre en forme de comptine qui mentionne Shirley Vaillant et Nancy Fox. Shirley Locks, seras-tu mienne? Le journal ne publiant pas son texte, le tueur s'adresse à une télé locale, la chaîne Cake. BTK était du genre à vouloir un maximum de publicité et il a écrit « Combien de personnes vais-je encore devoir tuer avant de voir mon nom dans les journaux ?» Quand on lit un truc pareil, on sait qu'un tueur en série se cache parmi la population. L'homme qui revendique l'assassinat de Shirley Vaillant et de Nancy Fox suggère qu'on lui donne un surnom. Que diriez-vous d'un surnom pour moi? C'est le moment. J'aime bien ceci. L'étrangleur BTK. L'étrangleur de Wichita.
Jusque-là, les habitants de Wichita ignoraient tout de l'assassin. Quand la police leur annonce qu'un tueur en série qui se fait appeler BTK rôde parmi eux et qu'il va frapper à nouveau, la nouvelle provoque un vent de panique. Il y a eu une rupture de stock de verrous. Les ventes d'armes ont explosé. Les gens avaient peur. Ceux qui avant ne verrouillaient pas leur porte la fermaient à clé et les jeunes femmes étaient terrifiées. La police n'a toujours aucune idée de l'identité du meurtrier. Les policiers essayaient d'établir un lien entre ces morts. Peut-être que ces femmes étaient des collègues du tueur, mais il n'y en avait aucun. La correspondance entre BTK d'un côté et la police et les médias de l'autre s'interrompt. Et pendant 8 ans, le tueur ne fait plus parler de lui. En 1985, le corps de Marine Hedge, 53 ans, est découvert dans un fossé au bord d'une route. Un an plus tard, Vicki Wegerly, 28 ans et mère de 2 enfants, est étranglée chez elle avec une paire de bas nylon. En 1991, le cadavre de Dolores Davis, 62 ans, est retrouvé sous un pont avec à côté d'elle un collant noué et un masque. Bien que ces femmes aient toutes été étranglées, la police ne fait pas le lien avec BTK. D'autant que, contrairement à ses habitudes, l'auteur des crimes ne les revendique pas. Il gardera le silence pendant 13 ans. Quand on parlait de lui, on disait « C'est qui ce gars? Il est peut-être mort ou interné. Ou alors il rôde toujours. » Le tueur va finir par faire reparler de lui. En 2004, le Wichita Eagle évoque l'anniversaire du massacre de la famille Otero et la publication d'un nouveau livre consacré à BTK. En lisant l'article, le tueur ne résiste pas à l'envie de sortir de sa retraite. Dans une lettre adressée au journal, il revendique le meurtre de Vicki Wegerly, 18 ans plus tôt. Il joint une copie du permis de conduire de la jeune femme et des photos de la scène du crime. L'adresse de l'expéditeur est au nom de Bill Thomas Killman. BTK est de retour. Il se met ensuite à envoyer des colis à divers destinataires. Ces messages sont encore plus étranges que par le passé. Il mettait ça dans des boîtes de céréales pour faire serial killer. Il habillait une poupée à l'image de sa victime et il envoyait des trophées qu'il avait gardés. En janvier 2005, la police trouve enfin une piste. Dans un colis, une question très naïve est inscrite sur un morceau de papier. Si je vous envoyais une disquette, soyez honnête, est-ce que vous pourriez remonter jusqu'à moi? Incrédules, les policiers répondent, comme ils l'ont souvent fait, en publiant une petite annonce dans le journal. BTK tombera-t-il dans le piège? L'annonce disait « Tout ira bien, Rex ». C'était l'énoncé qu'il avait demandé qu'on mette. En clair, ça signifiait « Bien sûr, envoyez la disquette, on ne parviendra pas à remonter jusqu'à vous ». La réponse ne se fait pas attendre. Le 16 février, une télévision locale reçoit la disquette qu'elle transmet aussitôt à la police. On a trouvé sur la disquette, sous forme encodée, le nom de la personne qui avait copié des fichiers dessus et l'endroit où elle se trouvait lorsque cette personne l'avait fait. Le nom, c'est Dennis. Et l'endroit, l'église réformée luthérienne à Wichita. Une recherche sur Internet indique qu'un certain Dennis Rader préside le conseil de gestion de l'église. Et sa photo est apparue sur le site Internet. Dennis Rader vit avec sa femme et ses 2 enfants dans une maison banale de cette rue, à Park City, au nord de Wichita.
Il travaille pour la municipalité. Les chiens ont leur territoire et ils sont méchants. Donc on essaie de les rassembler et de les enfermer du mieux possible. Si un chien errait, cet homme retrouvait son propriétaire. Si quelqu'un laissait trop pousser son gazon ou gardait des détritus dans sa cour, il lui demandait d'y remédier. Réputé bizarre, tatillon, très croyant et respectueux de la loi jusqu'à l'obsession, il a passé presque toute sa vie à Wichita ou dans ses alentours. Né en 1945, il a apparemment eu une enfance heureuse. Il a une vingtaine d'années lorsqu'il s'engage dans l'US Air Force et pendant 4 ans, il sillonne le monde avant de revenir s'installer à Park City où il rencontre sa future femme. Devenu père de 2 enfants, il préside le conseil de gestion de l'église et il est chef des louveteaux. Bref, il a tout du citoyen modèle. Mais les policiers sont sûrs de tenir le tueur. Pour le prouver, il ne leur manque plus qu'un échantillon d'ADN. C'était impossible de se présenter chez lui et de dire « Ouvrez la bouche pour qu'on prélève des cellules épithéliales ». Mais sa fille avait fait des analyses. Et à l'hôpital, il y avait des échantillons de ces cellules épithéliales à elle. Il n'y a plus qu'à comparer les ADN. En attendant les résultats, rien ne doit filtrer. Le tueur en série a pris des trophées chez ses victimes. Si BTK et Dennis Rader ne font qu'un, et s'il apprend qu'il fait l'objet d'une enquête, il pourrait s'en débarrasser. Les policiers ont été très discrets, mais ils l'ont surveillé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. L'attention était palpable. Nola Fulston reçoit bientôt la confirmation qu'elle attendait. L'ADN est le même. Ça voulait dire que cette jeune femme était la fille de BTK. Cela fait à présent une trentaine d'années que Wichita vit sous la menace de BTK. Mais les policiers ont enfin la preuve qu'ils attendaient pour passer à l'action. Le 25 janvier 2005, ils appréhendent Dennis Rader près de chez lui à Park City. L'arrestation est filmée par la police. Conclusion, BTK a été arrêté. C'est le moment que Steve Relford attendait depuis près de 30 ans. J'ai dit, c'est lui. C'est bien lui. Impossible d'oublier ce visage. La police fouille le domicile de Dennis Rader, celui de ses parents et son bureau, et elle découvre le pressbook macabre de BTK. Il conservait des dossiers sur chaque individu qu'il avait tué. Il y a aussi des photos des scènes des crimes et d'autres malsaines où le tueur se met en scène. Il se photographiait, vêtu en femme. Sur d'autres clichés, il était pendu à des arbres, une corde autour du cou. Ou dans une tombe. Il installait un déclencheur à distance sur un appareil photo Polaroid. Cette obsession morbide de la mort et du bondage, il l'a cachée à tous depuis son enfance. Quand il était petit, il avait ressenti sa première excitation sexuelle en regardant sa grand-mère décapiter un poulet. Quand il était en 3e ou en seconde, il savait ce qu'il était et à quoi sa vie allait ressembler. Le 1er mars 2005, 10 chefs d'accusation pour meurtre avec préméditation sont retenus contre lui. Comme Dennis Rader se tait lors de sa mise en accusation, le juge suppose qu'il plaide non coupable. Mais le 27 juin, premier jour du procès, l'accusé l'informe du contraire. Donc, vous plaidez coupable, c'est bien cela? Oui. Le juge lui demande de fournir des détails concernant ses crimes. Rarement meurtrier aura donné pareille réponse en plein tribunal.
Dennis Rader fournit un compte-rendu minutieux de chaque meurtre, en commençant par ceux des 4 membres de la famille Otero. Les connaissiez-vous? Non, ça faisait partie de ce que vous appelez mon fantasme. Je suis passé par derrière. J'ai failli repartir, mais quand la porte s'est ouverte, je suis entré. Il raconte qu'il a expliqué aux parents et aux enfants qu'il voulait seulement la voiture et de la nourriture. Et que si tous coopéraient, il ne leur ferait pas de mal. Il les a ensuite conduits dans une chambre, les a ligotés, puis étouffés et étranglés, un par un. D'abord, j'ai étranglé M. Otero. Et quand j'ai pensé qu'il était mort, je suis allé étrangler Madame Otero. Cet homme parlait avec détachement, comme s'il avait piqué des chiens. Madame Otero a repris connaissance. Elle était complètement affolée. Donc je suis retourné auprès d'elle, et là, je l'ai étranglée. Pour de bon cette fois. On aurait dit des yeux de requin, vides, comme si ce type était mort. Dennis Rader explique ensuite que Joey et Joséphine ont eux aussi repris connaissance. Il a alors emporté le garçonnet dans une autre chambre et l'a étouffé. Mon petit frère était mon meilleur ami. J'arrive pas à en parler. Mon meilleur ami. Il courait avec moi, on jouait à chat. On faisait tout. Puis, il porte Joséphine au sous-sol. À un moment, il a dit qu'il avait demandé à ma sœur, pendant qu'il la portait en descendant les escaliers, alors qu'elle était à moitié nue et qu'il allait la pendre, si ses parents avaient un appareil photo pour qu'ils puissent la photographier. Le juge fait raconter à l'accusé chacun de ses meurtres, dont celui de la mère de Steve Relford, Shirley Vayan. J'ai dit à Madame Vayan que j'avais un problème de fantasme sexuel. J'ai commencé à l'attacher, mais elle s'est sentie mal. Elle a vomi. Je suis allé lui chercher un verre d'eau, je l'ai réconfortée, je l'ai ligotée et je lui ai enfilé un sac sur la tête en l'étranglant. Il n'éprouvait aucun remords, aucun. Rien de rien. Dennis Rader explique aussi comment il choisissait ses victimes. Dennis Rader se mettait au volant, il observait les porches des maisons, les gens dans les rues, et soudain, en voyant une femme, il disait « c'est elle ». Et il la montrait du doigt. Après, il ne s'intéressait plus qu'à elle. C'était complètement aléatoire. S'il vous avait choisi, vous seriez sûrement mort. Pour Dennis Rader, la traque et la préparation minutieuse des agressions font partie du plaisir. Lorsqu'il évoque la mort de Marine Edge, une de ses voisines, la cour en apprend un peu plus sur son étrange double vie. Il a accompagné son fils à un camp scout. À la fin de la journée, tout le monde est allé se coucher, mais vers minuit, il s'est relevé, il est allé tuer une femme, il est revenu et il a fait le reste du camp, comme si de rien n'était. Dennis Rader a emporté le corps de Marine Edge jusqu'à son église pour le prendre en photo, après l'avoir déshabillé et ligoté. Il vivait dans deux mondes, celui de la normalité et celui de la perversité, sans jamais les mélanger. Compte tenu de ce que vous avez plaidé, je vous déclare coupable de meurtre avec préméditation pour le premier chef d'accusation. Le 17 août 2005, Dennis Rader revient au tribunal pour entendre la sentence. À l'époque des meurtres, le Kansas ne condamnait pas à mort. Dennis Rader va donc échapper à la peine capitale. Mais la procureure, Nola Fulston, présente pour chaque meurtre les preuves les plus accablantes possibles, afin que l'accusé se voie infliger la sanction la plus lourde. Pour les familles des victimes, l'épreuve est douloureuse, mais c'est aussi une occasion de se faire entendre. Shirley Vayan était ma mère.
J'espère que cet homme souffrira pendant le restant de ses jours. Il faut qu'il soit jeté dans un cachot très sombre et qu'il y pourrisse. Il ne devrait jamais revoir la lumière du jour. Dennis Rader lit ensuite une déclaration. Monsieur le Président, comptez de Sedgwick, les victimes. Mais cet homme, qui avait tant envie d'avoir un public, allait être frustré. Dès qu'il a pris la parole, tout le monde est sorti. Je suis parti le premier et les autres m'ont suivi. Je me moquais de ce qu'il avait à dire. C'était une façon tellement éloquente de dire « On n'a pas envie de vous écouter ». J'aurais bien aimé quitter la salle avec eux. Dennis Rader a été condamné 10 fois à la perpétuité, soit un minimum de 175 ans de prison, sans possibilité de liberté conditionnelle. Sa cellule est minuscule et sans aucun confort dont un citoyen normal peut bénéficier. Je trouve ça bien. Et j'espère qu'il vivra vieux.